Bonjour à tous et bienvenue à une nouvelle entrevue HRL avec un de nos pilotes. Cette semaine, j'accueille un de nos nouvelles recrues. C'est sûr qui devait faire ses débuts en 2020, mais ça va être pour cette année, en 2021. Donc, j'accueille Sébastien Leduc, un nouveau Sébastien Leduc parce qu'on a déjà eu un sur le circuit dans les années passées. Bonjour Sébastien. Bonjour John, ça va bien? Oui, toi-même. Ça Hey, va bien, merci. on a du beau temps qui commence à se pointer, la température, là, on commence à sentir que le printemps s'en vient, puis on a tous hâte de pouvoir courser. Encore, espérons-le, encore, on va pouvoir courser cette année, on le souhaite. Exactement. Happy Sunny Racing, le nom de l'embarcation. Peux-tu nous expliquer un peu ton parcours? Comment a germé dans ton idée l'idée de vouloir courser une embarcation d'hydroplane? Ça a commencé depuis mon tout jeune âge. En fait, mes parents sont natifs de la région de Valleyfield. Donc, mon père, il avait une grande famille de 9 enfants. Donc, c'est un peu pour ça que j'ai commencé à l'âge de 4 ans. J'étais sur le bord de l'eau à déjà regarder les courses dans les années 80. Et puis, ça a toujours commencé comme ça. Puis, avec le temps, dans les pluies, parler avec des pilotes, faire le tour de toute la question. On arrive à un moment donné où, aussi avec le travail, la question professionnelle, le temps, les vacances et tout ça, c'est maintenant que je fais ça. Il est à temps, à 47 ans, il faut commencer. Il n'est jamais trop tard qu'ils disent. Il y en a qui ont commencé plus tard, il y en a qui ont commencé plus jeunes, mais il y a toujours un moment. Comment est venue l'acquisition de l'embarcation? Parce que je crois que l'embarcation, tu l'as acquis à l'automne 2018, mais dans l'idée que ça irait juste en 2020 que tu fais tes débuts. Oui, exactement. En fait, j'ai commencé à magasiner en 2017. Il y avait l'embarcation d'Éric McKenna dans le temps qui était disponible, que je pense qu'Éric l'a passé en Hydro 350. Donc, j'avais commencé un peu avec Éric et puis j'ai commencé à regarder un peu les autres embarcations disponibles. Puis, je savais qu'il y avait les deux embarcations de Jim Benson qui étaient à vendre aussi. Et puis, je savais que celui de Jim, il était un bateau très compétitif dans le temps avec Dan Camfouche qui avait gagné 2, 3 championnats américains avec. Donc, j'ai travaillé là-dessus. Ça a pris quelques temps, mais finalement, on est dans une entente avec Canada, USA aussi. C'était pas facile la communication puis vendre une embarcation aussi pour lui. Effectivement. Au niveau de l'embarcation, il y avait beaucoup de restauration à faire sur l'embarcation? Oui, j'étais assez perfectionniste parce que quand j'ai eu l'embarcation, je voulais vraiment remonter le bateau complet. C'est ce que j'ai fait. Fait qu'il a fait beaucoup de réparations, fait beaucoup de modifications au niveau de la sécurité, tout ce qui est électronique, cadran, fil. J'ai tout enlevé. J'ai vraiment reparti tout en neuf avec du nouveau matériel à l'intérieur du bateau. Moteur neuf aussi. Non, je voulais embarquer, mais pour être sur la bonne, commencer bien quand même. Est-ce que j'imagine que tu n'as pas fait ça tout seul? Tu devais avoir Oui, quelqu'un qui en avait de fait, l'expérience? Oui, j'en ai fait quand même pas mal seul au début, la première hiver, là, particulièrement en l'hiver 2018. J'ai eu quand même 6 mois. Moi, je travaille 3 jours semaine. J'ai quand même beaucoup de temps à donner sur l'embarcation qui était dans mon garage aussi. Fait que ça a aidé un peu le processus. C'est sûr que j'ai eu de l'aide de mon équipe aussi là, pour travailler dessus, mais en majeure partie, j'ai fait pas mal de réparations. J'avais déjà bâti des bateaux téléguidés à l'échelle 1,5. Fait que ça m'a aidé un peu aussi à comprendre. Je savais dans quoi je m'embarquais et comment c'était conçu un bateau aussi. Là. Okay. Oui. Donc, le pendant du téléguidé et l'hydroplane, tu n'es pas le premier à faire ce move-là, comme on dit. Oui, bien, c'est ça. Il y a plusieurs pilotes qui sont sur le circuit qui ont commencé là aussi. Là. Je pense que c'est une bonne école d'apprentissage pour apprendre. Ça a l'air de rien, mais c'est le même système que les grosses embarcations. C'est le même système de départ, les temps, les chronos, les setups, les ajustements, les réparations aussi. C'est un peu le même principe. C'est juste parce que c'est à l'échelle 1,5, un peu plus petit. D'accord. Je sais que tu es en partenariat aussi, que dans ton équipe proche, tu as Pierre Maheu. Comment est la relation, comment la connexion s'est faite entre toi et Pierre? Ah, Pierre, écoute, c'est un ami familial. En fait, nos deux familles, on se côtoie beaucoup. Fait qu'on c'est pas quelque chose qui date de hier. Ça a commencé par les bateaux téléguidés aussi, mais Pierre il restait dans la région de Saint-Constant, Sainte-Catherine, où je demeurais à Candiac à l'époque. On se connaît un peu aussi à cause de ça. Puis, écoute, la relation est excellente. Autant avec la famille que les enfants. C'est génial d'avoir Pierre Maheu avec nous.
Effectivement. Une personne qui a quand même beaucoup d'expérience puis qui a quand même gravi plusieurs échelons. Euh, Pourquoi avoir choisi son fils comme pilote substitut? Tristan, je l'ai vu souvent au bateau téléguidé, il était très bon aussi. Je l'ai vu à l'œuvre. Puis il connaît les bateaux, il connaît les régates aussi, évidemment. Avec son père, là, il a été tant aux courses depuis qu'il est tout petit. Ce n'est pas quelque chose de nouveau pour lui. Puis Tristan, c'est un gars qui est quand même consciencieux, puis il fait attention à ses choses. C'est qu'est-ce que moi je recherche parce que je suis comme ça un peu aussi. J'imagine. Comme ça. Puis je pense que j'essaie de vouloir donner au suivant un peu dans un certain sens. Tristan, ça va être le premier recrue qui va conduire un de mes bateaux parce que je suis propriétaire, mais ça ne sera probablement pas le dernier. L'évolution, elle commence là, mais elle va peut-être finir plus tard. Ce qui est particulier, c'est que vous n'avez pas tout à fait le même gabarit, toi et Tristan. J'imagine, je sais que vous avez testé un peu l'année dernière, avant la COVID et tout ça. Comment ça s'est passé, de l'ajustement? Y a-t-il eu des particularités cocasses? Ah oui, écoute, Tristan, il ne voyait pas en avant. Quand il s'assoyait à l'intérieur du cockpit, il ne voyait pas du tout en avant. Il ne voyait pas la wing. C'est important de voir la wing en avant pour quand on roule dans le droit ou dans le backstretch, peu importe. Il a fallu, en fait, c'est ma mère qui a conçu un siège de bébé. C'est un peu nounou, mais un siège d'à peu près 6-7 pouces pour qu'il puisse voir à l'avant. Là. Mais du temps-là, ça, c'est quand même en 2020. Là, il a quand même grandi depuis. Là, il faudrait faire un dernier ajustement pour voir, mais peut-être que le siège, il va rapetisser un petit peu. Moi, je le taquine avec ça, le siège de bébé. Il n'aime pas ça quand je parle de ça. Il n'aime pas ça. J'imagine qu'il n'y aura peut-être plus besoin d'un booster de 6 pouces. Ça peut peut-être être 3 pouces. Ouais. C'est pas impossible. Là. Écoute, il a grandi beaucoup cette année, effectivement. Ça se peut qu'on mette ça de côté. Là. À défaut de blocs sur les pédales, lui, c'est un siège surélevé qu'il a besoin. Exactement. Exactement. Le nom, Happy Sunny Racing, d'où vient l'appellation? Puis écoute, moi, dans le bateau téléguidé, j'avais des bateaux de Jerry Hope qui s'appelaient Happy Go Lucky. Le Happy vient un peu de là. Le Sunny, ça vient avec la couleur préférée que j'ai sur mon embarcation, c'est le jaune. Un peu aussi les amours de jeunesse dans le temps du long gun. J'ai toujours aimé ces bateaux-là, les bateaux jaunes. Le Sunny vient un peu compléter le Happy en avant. Puis ça vient approprier un peu mon autre bateau aussi. D'accord. Et le choix du numéro? Le choix du numéro, ça aussi, ça vient d'un numéro fétiche parce que ma conjointe, elle travaille à l'Auto-Québec. Donc, le 777 étant déjà pris, était déjà pris. Donc, je suis allé avec un chiffre chanceux, ce qui est le 555 qui est chanceux à la loterie aussi. C'est un peu pour ça que j'ai choisi le 555. C'est bien. Dans la vie de tous les jours, Sébastien Leduc, il fait quoi? Dans la vie de tous les jours? Oui, comme métier. En dehors de. Là, on parle un peu de racing, mais on veut savoir, Sébastien Leduc, ça prend de l'eau au moulin des fois. Donc. Sébastien travaille dans une entreprise qui est bien en demande en temps de confinement. En fait, je travaille chez Cascade Groupe Tissu à Candiac. Donc, moi, je suis technicien de procédé pour le groupe Cascade. Donc, c'est moi qui m'occupe un peu de la contrôle qualité des produits, soit hygiéniques ou papier, et tout. Donc, vous étiez très populaire au début de la pandémie. Oui, effectivement. Écoute, c'est une folie. Là. Je ne sais pas pourquoi. Tout le monde veut avoir ce papier de toilette. C'est en demande. Nous, écoute, les entrepôts, on avait beaucoup de restauration pour les ventes, en backup, en fait. Mais écoute, ça a parti. Là, la production, depuis la pandémie, ça n'arrête pas, en fait. C'est bon. C'est bon pour tout le monde. C'est bon pour nous autres. Il y a des secteurs comme ça qu'on ne comprend pas trop pourquoi ça a fait cet engouement-là. Exactement. Et les produits hygiéniques ont été l'engouement. Exactement. Qui est assez... Écoute, c'est bizarre un peu comment les gens peuvent penser, mais on n'était pas en rupture de stock. En Europe, je pense qu'il y en avait un peu. Je pense que ça partit un peu de l'Europe, la rumeur de manquer de papier de toilette. Ouais, je pense que c'est parti de l'Asie parce que les autres ils importent beaucoup le papier de toilette. Donc, ça a été comme, vu que les manufactures étaient fermées, ils se disaient, ben là, on va avoir une rupture. Donc, tout ce qui est importation. Mais ici au Canada, on produit notre propre papier de toilette. Donc, on n'avait pas à avoir cette crainte-là. On a toutes les ressources pour produire ça.
on parle de pandémie, on parle de tout l'événement qu'on vit depuis maintenant 1 an. Toi, de ton côté, est-ce que ça l'a touché vous avez travaillé probablement plus au début de la pandémie parce que justement à cause des demandes exceptionnelles, mais autrement ça, est-ce qu'il y a eu des facteurs de la pandémie qui sont venus influencer la vie familiale ou la vie des gens qui t'entourent? Bien, professionnellement, on n'a pas eu de problème. Moi, ma conjointe, on a travaillé les deux sans arrêt. On n'a pas été touchés professionnellement. Personnellement non plus, dans le côté familial, tout est correct. Il y a 2 membres de mon équipe, par contre, qui ont eu la COVID dans les 2, 3 dernières semaines. Donc, écoute, ça a quand même touché un peu, là, ces 2 membres de notre équipe directement. Fait que ça prouve quand même que tout le monde peut l'avoir aussi. Tu sais, des fois, on pense toujours que ça peut être à l'extérieur de chez soi que ça arrive, puis à l'intérieur de vos familles, ça n'arrive pas. Mais dans notre cas, on a connu 2 personnes qui étaient proches qui ont cassé le virus. Mais tout est correct aussi là, de leur côté. La santé est revenue, puis ils sont sortis de ça. C'est ce qui est particulier, c'est que oui, c'est vraiment particulier comme situation, mais ce n'est pas tout le monde qui l'attrape de la même façon. Et les risques sont tellement différents d'un à l'autre. C'est ça qu'il faut faire attention. Les gens, des fois, ont de la misère à comprendre. J'ai eu des discussions en début du processus des entrevues avec Martin Rochon, qui était en première ligne aussi, ainsi que Simon Fortin, qui sont très près de tout ça. Puis eux autres aussi, ils l'ont vécu, la pandémie, puis ils savent c'est quoi. Tu sais. Donc, quand on a des gens qui sont proches de nous, qui l'atteignent, à un moment donné, on se sent un peu plus touché personnellement, puis on comprend un peu plus ce qui se passe autour de nous autres. C'est sûr qu'il y a des secteurs qui sont plus touchés aussi que d'autres, qui sont plus en contact avec des gens. Comme moi, personnellement, je travaille dans une usine, donc c'est pas très difficile, pas facile. Il n'y a pas de danger d'avoir trop de contagion dans notre secteur. C'est sûr que dans le domaine de la médecine ou ceux qui sont en milieu scolaire ou garde des enfants, par exemple, ça sont plus touchés. Ouais, c'est sûr. On ne sait jamais par où ça peut rentrer aussi. Tu sais, des fois, ça peut être un contact, puis là, oups, ça peut rentrer dans des entreprises aussi. On a vu des entreprises qui ont été touchées. On ne se le souhaite pas. On espère que tout se replace, qu'on puisse aller aux courses cette année. On s'en va sur la bonne voie avec les vaccins. Là, je pense qu'on s'en va sur le bon côté. Oui. Il faut être positif. Oui, effectivement. Tu disais que tu as toujours été spectateur à Valleyfield. Est-ce qu'il y a d'autres sites de courses auxquels tu as assisté? J'ai assisté souvent à la Formule 1 à Montréal. Effectivement, je suis allé à quelques reprises. Étant président de Candiac, on était quand même très proche de l'île. On est allé une couple de fois, une couple de saisons. Sinon, un peu de NASCAR, un peu de tout à la télévision comme tout le monde, mais pas autant que les régates, ça c'est sûr. Les régates, c'est vraiment partie. Mais du circuit HRL, est-ce qu'il y a d'autres sites de courses auxquels tu as assisté? Peut-être Beauharnois. Est-ce qu'il y a des sites américains auxquels Site américain, non, je n'ai pas eu la chance d'aller aux États-Unis pour voir ça. Pas parce que je ne peux pas y aller, c'est parce que ça n'a vraiment pas donné. Je suis allé à Beauharnois, je suis allé à quelques reprises, évidemment, à Valleyfield. J'avais les régates de Shawinigan. J'habitais secteur Nicolet dans ce temps-là, donc c'était pas très loin de Shawinigan. Il y avait juste une année. Puis j'avais été cette année-là assister là-bas. C'était un beau site. C'était trop petit un petit peu, je pense, pour les bateaux. Shawinigan, je peux te dire que ça a été plus qu'une année. Et ce qui était particulier pour les équipes, c'est que les puits étaient d'un côté de l'île, puis les pilotes, il fallait qu'ils fassent le tour de l'île pour pouvoir aller courser. Donc, c'était comme un peu particulier. On les entendait. Quand on était dans les puits, on se disait, bon, c'est qui gagne, c'est qui mène? Puis on se disait, si c'est le premier qui revient dans les puits, après la fin de la course, c'est peut-être lui qui a gagné. C'est ça, je ne sais pas, le système de communication, il n'était peut-être pas excellent dans ces années-là à Shawinigan. Là, ça se pourrait que, oui, effectivement, les pluies étaient complètement de l'autre côté, là, je m'en souviens encore. Oui, c'est ça. Il y avait comme une espèce de lame de terre qui était aussi le camping qui était là. Oui. Et la plage était de l'autre côté. Donc, c'était un site assez particulier. Oui. Mais ça a été quand même, ça a été 2 ans, je crois, 2 ou 3, okay. Quelques années. Il y a eu plus qu'une année à Shawinigan. Il y a certains sites de courses comme ça là, qui ont fait quelques années, mais à un moment donné, il y a eu des hauts et des bas dans le sport. Oui, effectivement. Ça change tout le temps d'endroit aussi, là, des fois. Marketing, c'est pas toujours facile.
parmi tes années où tu as assisté aux courses de Valleyfield, est-ce qu'il y a une course qui t'a marqué, une rivalité entre certains pilotes qui t'a marqué ou un pilote que c'est devenu comme une idole pour toi? Ben, écoute, j'ai 47 ans. Je pense que j'ai commencé à regarder les courses dans les années 78-80, dans ces années-là. Puis moi, j'étais jeune, j'étais tout petit encore. Fait que c'est sûr que c'était impressionnant. Puis dans ces années-là, c'était des belles années pour les courses. Il y avait tellement de classes puis d'embarcations. Fait que c'est sûr que oui, j'ai un bagage historique que je pourrais vous compter. Là. J'en ai vu beaucoup. J'en ai tellement. Par contre, il y en a un en particulier. J'ai toujours eu un gros penchant là, sur le long gun, le GP7, et non le 4. Le GP4, je pense, c'était dans les années 60-70, je pense, un peu dans ces coins-là. Le GP7 est plus arrivé dans les années 80. Puis lui, c'était vraiment mon idole. Puis je me souviens une année, écoute, il était tellement beau à voir ce bateau-là. Il n'était pas rapide, mais je pense que c'était un des plus beaux bateaux à voir là, quand il dansait sur ses pontons. C'était incroyable. Puis, je pense que c'était en 83 ou 84. Presque tout le monde avait abandonné, puis le Long Gun avait gagné. Fait que là, pour moi, c'était l'hystérie, puis j'étais vraiment content. Je pense que c'était Tom qui était au volant. McPhail, je ne me souviens pas c'était lequel pilote des deux, mais en tout cas, c'était un bon moment, ça. Il y en a eu d'autres aussi, là, plein. Là. On va en avoir pour l'après-midi, ça, je commence à faire ça. C'est correct. On ne peut pas parler de ton expérience comme pilote, mais on peut parler de ton expérience comme spectateur qui fait en sorte qu'aujourd'hui, tu deviens pilote. C'est ce qui est intéressant aussi. Donc, tu as quand même gravité autour du sport depuis fort longtemps. Puis, vu que tu as fait du téléguidé, ça te donne un plus aussi. Une course qui t'est mémorable à Valleyfield, ce serait laquelle? Ben, quand tu parlais de celle du Long Gun, mais est-ce qu'il y en a une autre? Ah, il y en a eu beaucoup. Écoute, dans le temps de Robert Théoret, avec son 4x4, il en a fait des très belles. Jean, il en a fait des belles aussi. Jean Théoret, il a fait tellement des belles courses aussi avec son auto Super 7. Pierre Maheu, il en a fait des extraordinaires à Valleyfield aussi. C'est un showman, puis il aimait ça bien paraître aussi chez eux. Comme tous les pilotes, je pense qu'à Valleyfield, ça a toujours été. C'est là qu'on veut finir premier. On s'entend, là, je pense que c'est le rêve de tous les pilotes de gagner Valleyfield, puis c'est normal. Là. Mais écoute, il y en a eu des belles. Avec Bert Anderson aussi, il en a fait des belles. Brandon Kennedy, écoute, il y en a plein, là, des belles. Autant dans une classe plus basse aussi, là, il y a eu des belles années avec Mike Monahan dans le Orange Rush. Il avait gagné beaucoup de courses ces années-là. Dans le Camfo, avec mon bateau, je ne l'ai jamais vu vraiment. Je l'ai vu aller sur l'eau, mais je n'ai pas porté une attention particulière avec Dan. Je sais qu'il était très fort là, dans les années qu'il a bâti le bateau en 2000 ou 2001. Là, je ne me souviens pas dans ces années-là. C'est ça. C'était le Mike Monahan et Dan Kenfush, c'était la grande rivalité entre ces deux hommes. C'était le. Très bon pilote, les deux aussi. Là. Oui, c'est ça. Les deux, ils se relançaient sur le C1. Il y en a un qui c'était le CS1, puis l'autre c'était le C1, parce que championnat canadien, championnat américain, donc ils pouvaient tous les deux porter le 1, mais à une lettre près. Et c'était. Pour les avoir côtoyés, je peux te dire que c'était souvent là, à spinner, à se narguer l'un l'autre aussi, dire « Ah, c'est moi qui menais », puis c'est deux gentlemen là, qui sont encore... Mike est encore sur le circuit. Dan a pris sa retraite il y a quelques années, mais après avoir dominé longtemps un mode sur le circuit américain. Donc, c'est quelque chose. J'ai eu la chance de parler avec Dan Camfous à quelques occasions quand j'ai fait l'acquisition pour demander un peu des conseils, parce que je sais qu'il y avait beaucoup gagné. J'essayais de demander un peu des conseils. Puis, il m'en donnait plusieurs quand même intéressants. On a eu quelques interpellations ensemble pour essayer d'augmenter la performance du bateau. Je sais que Dan travaille aussi beaucoup à titre de motoriste encore auprès des équipes. Est-ce qu'il t'a conseillé à ce niveau-là? Ou qui est ton motoriste pour ton moteur? Moi, c'est Primo Performance, c'est Yves Primo. On est liés ensemble pour un petit bout de temps. Là. Je pense que j'ai confiance en Yves. C'est un très bon motoriste. Je n'ai rien enlevé contre Dan Camfous, mais c'est sûr que la logistique aux États-Unis versus Canada, c'est un peu plus compliqué, là, aller porter des moteurs aux États-Unis. Mais je donne ma carte blanche à Yves. C'est ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai reçu comme matériel de lui avec mes deux moteurs.
qu'est-ce que j'ai testé, écoute, on est en bonne voie. On a tout pour réussir. Il reste juste à mettre tout ça en place, tout ça ensemble, puis aller aux courses. D'aller aux courses. Tu as eu Oui. l'occasion de tester un peu, comme on disait un peu plus tôt. Comment s'est passé la première fois que tu as embarqué dans ton bateau? Ben, écoute, on a eu 3 gros essais, en fait. La première n'a pas été fructueuse du tout. On a eu un problème. En fait, on a sauté une carte mémoire dans le coil, fait qu'on n'a pas pu décoller du quai. Puis, bon, écoute, la préparation, la location de la grue, tout ça, fait que c'était quand même une anecdote qu'on va toujours se rappeler. C'est que on était nerveux, j'avais hâte, j'étais fébrile. Ça faisait comme 1 an et demi que je travaillais sur le bateau, la peinture et tout ça, puis on était prêts, puis on n'est pas décollé du ski. Mais par contre, la seconde reprise, là, ça a été un peu mieux, beaucoup mieux même. Là. Les tests ont été très bons. Puis la troisième, on a fait vraiment avec Pierre, qui était aux communications, vraiment des simulations de course, là, comme si on était aux courses là, avec des chronos. Puis, c'est sûr qu'on n'avait pas de bouée. J'étais au Pont-Larac à ce moment-là. On n'avait pas de bouée de référence, mais on a fait vraiment une simulation de course. Là, vraiment, c'était quand même très bien. Ça a bien réussi aussi. Les départs étaient quand même bien. Là, on était dans la 2 secondes près. On est allé une fois trop vite, l'autre fois pas assez vite, mais avec les bouées, c'est plus difficile à calculer les temps aussi. Mais on était. Un bon testing, tout allait bien, le moteur était performant. On a fait des réglages un peu aussi pour garder l'embarcation un peu sur l'eau aussi. Là. On ne voulait pas être trop léger non plus, comme je commençais aussi. Fait que, non, ça s'est pas bien été pour vrai. Rien à dire. C'est sûr que le prochain test, ça va être avec des rivaux de chaque côté. C'est ça qui est le vrai test, comme on dit, là, on peut dire. Là, c'est 2 choses. C'est complètement 2 choses. Là, puis ça, je suis assez vieux, assez expérimenté pour savoir que c'est 2 games complètement différentes en testing puis en situation de course. Arriver au quai quand il y a juste un bateau, puis c'est différent que quand il y a déjà 4 grands prix qui sont prêts à partir parce que c'est souvent la aide qui sont avant ou après des 2.5. C'est sûr qu'il y a beaucoup de monde. Fait que toute la logistique, là, c'est d'apprendre. Hein. Tout le monde l'a appris, puis je pense qu'on va passer par la même étape aussi. Question off record. T'es-tu plus boxeur ou bobette? Ah, moi, je suis boxeur. Boxeur. Savon en gel ou savon en barre? Ah, un peu des deux. Un peu des deux. Un peu des deux. Ouais. Est-ce que tu es un amateur de hockey? Oui, je suis un amateur de hockey. Canadien, mon équipe, c'est Canadien. Écoute, ça va en dents de scie depuis une couple d'années, mais on est confiant. Est-ce que tu pratiques d'autres sports? Écoute, j'ai vieilli un peu. Je pratiquais pas mal tous les sports quand j'étais plus jeune, jusqu'à l'âge de 35 ans, mais j'ai commencé à avoir des blessures aux hanches à cause que j'étais gardien de but au hockey. Fait que, j'ai commencé à avoir des problèmes de hanches. Là, présentement, je suis un peu pris avec des dislocations de l'épaule régulières. J'en ai une aux 2-3 mois. Fait que, là, je suis appelé à rencontrer des spécialistes pour ça. Fait que, c'est un peu plus tranquille pour les sports. Donc, j'imagine, si tu as des problèmes d'épaule, ça va être de travailler fort pour renforcer ça, pour être capable de piloter. Ouais. Puis on peut peut-être dire que ça va peut-être être plus compliqué d'augmenter, de graduer dans les classes, parce que plus qu'on avance dans les classes, plus que ça devient difficile sur oui, exactement, mais je ne suis pas inquiet. Ce n'est pas un problème majeur. Là. Ça va se régler quand même assez facilement. Est-ce que tu es quelqu'un qui fait du bodybuilding, des entraînements? Non, je ne suis pas très bodybuilding, en fait. Je suis assez en forme. Mon métier me permet de marcher beaucoup. Là. Pas besoin de m'entraîner avec musculation. Est-ce que ta voiture préférée, ta voiture de rêve, ça serait quoi? Ah, la voiture de rêve, ça serait le nouveau Hummer électrique. Ce serait ça. Moi, j'en ai déjà un Hummer, mais à l'essence, mais je regarde le nouveau, là, mais au prix qu'il coûte, je pense que ça va rester un rêve. Hein? Ça va rester un rêve. Es-tu plus whisky ou vodka? Pas très boisson forte, mais je dirais plus vodka que whisky, ça c'est ça. Là, tu n'as pas connu encore le test du breathalyzer, le test de l'alcoolémie. Est-ce que c'est quelque chose qui t'effraie? Ça dépend. Si je passe la soirée avec Pierre Maheu la veille, oui. Mais sinon, non, je ne suis pas trop. Écoute, j'en prends, c'est sûr, mais au cours, c'est 2 mondes. On est quand même. C'est 2 choses. 2 choses. Le plaisir et le travail, là, le travail en plan au régate, là,
On va être tranquille là-dessus. Bud Light ou Coors Light? Coors Light. Ton steak, médium, saignant ou bien cuit? Medium saignant, c'est bon pour moi. Tes frites, est-ce que tu les manges avec de la moutarde? Non, je ne comprends pas le principe de la moutarde dans les frites. Là. Écoute, moi, c'est du ketchup ou de la mayo, un des deux. Mais écoute, il y en a qui aiment ça avec la moutarde. Hein. C'est d'origine belge. Ah, OK. Non, ben pas pour moi. La moutarde de Dijon. Pas de la moutarde jaune, de la moutarde de Dijon. Est-ce que tu as une émission de télévision préférée? Ah, District 31, c'est très bon. Sinon, j'écoute un peu de tout, mais rien d'accroché. C'est plus ma conjointe qui est plus télévision que moi. Là. Mais District 31, je l'écoute, j'aime bien ça. Un style musical préféré? Ah, c'est plus du rock, là. Écoute, j'étais un peu les années 80, là, avec du U2, du Pink Floyd, de Led Zeppelin. Là, c'est pas mal, c'est Pearl Jam. Là. Écoute, il y en a plusieurs. Là. Si je te demandais pour la prochaine saison, quelles seraient tes prédictions pour les champions de chacune des catégories? Donc, si on commence par la classe Grand Prix, quelle serait ta prédiction? La classe Grand Prix, écoute, moi, personnellement, j'en ai vu des années, là, mais cette année, je pense que ça va être serré. Là. Écoute, la compétition va être incroyable, je pense. Là. C'est sûr que là, les Lopton, malheureusement, sont retirés pour cette année, étant donné qu'il y a juste 4 week-ends. Est-ce que j'ai entendu? J'ai pas eu J'ai de entendu, en confirmation. tout cas. S'ils sont là, c'est sûr que ça va être encore plus compétitif, mais j'ai entendu que c'était retiré pour cette année. Là. Peut-être que je n'ai pas des bonnes sources. Là. Je pourrais Non, pas dire. écoute, en Grand Prix, là, c'est sûr que nos deux Québécois, moi, je suis un Québécois dans l'âme, c'est sûr que je vais toujours prioriser les pilotes québécois, sans rien enlever aux Ontariens ni aux Américains, mais c'est sûr que Marc et Yannick, j'aimerais ça que ça aille bien pour eux cette année. C'est sûr que, point de vue de Yannick, avec Yves Primo, qui a fait un nouveau moteur Grand Prix. C'est moteur expérimental. Oui, c'est ça, ça va être bien de le voir. On a hâte de voir. Ça va lui donner quand même 2 ans pour ajuster tout ça. Là. Sinon, écoute, il va y avoir Bert qui va être encore fort avec le Renegade cette année. En fait, Cannes, avec le nouveau 4-4-4. Je pense que Jeff Richard est retourné dans l'équipe aussi. Là. Ça a toujours été une équipe performante. Le Grand Prix Valleyfield, ça va être le fun de le revoir aussi. Là. Exact. Brandon, Andrew, c'est toujours là, toujours fidèle au rendez-vous. C'est sûr qu'ils vont avoir beaucoup plus de travail cette année, je pense, avec les autres pilotes. GP50 aussi, 35. Ils sont tous bons. Tout le monde peut gagner, je pense. Donc, c'est difficile de faire le choix sur ta prédiction. Ouais. Écoute, ça serait Brandon avec le nouveau GP14. Je pense qu'ils ont travaillé fort pour amener l'embarcation sur le droit chemin, comme on peut dire. Faire sortir les Gremlins. Oui, exact. Si je te parle du 350, nos Hydro 350. Ouais, en 350, je pense que le H12 s'est retiré. Donc, écoute, il y a Andrew qui va être encore fort avec le Pennzoil qui va être encore là. Écoute, j'ai vu pratiquer Eric McKenna avec ses nouveaux pontons Anderson aussi. Je pense qu'il va gagner quelques mille à l'heure de plus avec ça dans les tournants, ça c'est certain. Écoute, il y a Paul Barber qui est très bon. J'irai avec Andrew encore. C'est bon. Dans le F 2500, la Formule 1 2500. Écoute, le F, j'ai tellement de bons amis, je ne veux pas trop là-dedans. Il y a Marc Lalonde qui est super bon, il y a Frédéric Couturier avec son nouveau bateau qui me tient à cœur, évidemment. Les Québécois sont toujours là. Il y a Tommy Shannon, il y en a beaucoup. Écoute, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de compétition. Il y a Steve Armstrong qui revient avec le nouveau bateau, pas le nouveau, mais le bateau de Al Thompson. Exactement. Bobby, je pense qu'il a lâché. Je pense qu'il est rendu juste en 350. C'est ça. C'est ça. Écoute, moi, je pense que je vais y aller avec Doug Martin. L'année passée, il n'avait pas été chanceux il y a 2 ans avec un envolé. Là, il était bien parti. Je pense qu'il va être au rendez-vous cette année. Doug Martin. Puis dans le 2.5, est-ce ta classe? Écoute, la classe des recrues? Ben oui. Oui, ça va être une belle année, ça aussi. Écoute, c'est tous des enfants ou des parents proches des anciens champions en classe Grand Prix. Là. Je pense à Hayden Sauvy, là, en fait. Son père, c'est Joe Sauvy qui était en Grand Prix. D'après moi, il va être bien encadré. La même chose pour Owen.
Anderson, qui est toujours bien encadré aussi avec son père et la famille Anderson qui est proche. Il connaît très bien le bateau aussi. Écoute, les Québécois, Simon il va être là, c'est sûr qu'il va être là. Il y a Alex Tremblay qui va être là aussi. Nous autres, ben, on va être là aussi. Fait que ça va être quand même assez serré. Puis il y a la petite nouvelle, là, Amanda Brody aussi, Une avec troisième, c'est la fille de Ken Brody, je pense. oui, une troisième génération. Ben, c'est une famille Ben, de courseurs aussi, des deux côtés, autant du côté paternel que du côté maternel. C'est pour des n'en gens. nommer juste un, je pense qu'Owen a eu beaucoup d'expérience dans leur élite aux États-Unis. Je pense qu'il a l'expérience pour gagner cette année-là. Ouais, c'est bien. Ton plus grand rêve, ce serait quoi? Mon plus grand rêve, j'en ai pas vraiment. Écoute, pour le monde des régates, j'en ai pas. Mon rêve, c'est après le vivre à fond. C'est sûr que ça va évoluer de semaine en semaine, d'année en année avec aux courses, mais j'en ai pas vraiment de grand rêve. C'est d'être en santé, je pense. Je pense que c'est mon plus grand rêve, c'est d'être en santé jusqu'au bout, le plus longtemps possible. Et dans la vie de tous les jours, ta plus grande peur? Ah, je pense les serpents, je pense que c'est ma plus grande peur. Là. Écoute, je ne suis pas capable. Ça, écoute, une couleur, ça me fait peur. Fait que, un serpent, là, je me tiens loin de ça. Tu te tiens loin de ça. Jamais aimé ça. Puis... Euh, est-ce que, comment tu vois ta première saison de course? Comment tu l'aperçois? C'est quoi tes objectifs pour ta première saison de course? Mais là, avec une saison écourtée de 3 week-ends, seulement avec les 2,5, ça va être difficile. Moi, je voulais faire conduire Tristan cette année à quelques occasions. Parce que Tristan est encore jeune, il était encore le temps, il faut qu'il apprenne, puis tout ça. Fait que, écoute, ça va être un peu particulier. Là. La première saison, écoute, on a des restrictions, moi et Tristan. Fait que on s'attend à partir à l'extérieur, même en arrière des autres. Mais là, il y a beaucoup de jeunes aussi qui vont être sous restriction. Fait que comment ils vont faire la logistique des corridors, je ne sais pas. Fait que ça se pourrait qu'on soit dans le corridor 4 aussi, même si on est en restriction. Ça va être à voir là comment ça va évoluer. Ben écoute, c'est de finir nos courses, d'être constant dans tout ça, puis d'avoir du plaisir. Oui, ça, c'est sûr et certain. Puis, Ouais. comme je dis souvent, ce qui est important au début, c'est d'être capable de partir puis revenir sur ses propres moyens. Je pense que c'est un gros plus. C'est le gros objectif au début. J'ai mis beaucoup d'emphase sur le bateau avec les moteurs, les hélices et tout ça. Fait que, je pense qu'on va être au rendez-vous quand même. Là. On est les sous-estimés, mais c'est correct comme tu dis. C'est en plus qu'on va le savoir. Hein. Ben, c'est sûr, Ouais. c'est certain. Comme on dit, ça va être une chose à la fois, une étape à la fois, puis ça va être de se rendre au quai, puis c'est sûr que la première fois que tu vas avoir la grue au-dessus de ton bateau, là, les les émotions vont être un peu plus à fleur de peau. Puis, ouais, c'est sûr. Les genoux claquent ensemble un peu. est-ce que tu penses que tu vas avoir des routines fétiches ou des choses que ou pas encore, tu n'as pas quelque chose? Il y a des grosses chances que oui. Me connaissant, là, ça se peut que j'aie des petites routines un peu spéciales là, avant. Je pense pas que je vais faire une danse sur le bateau, là, mais avoir une petite routine, là, quelque chose, c'est sûr qu'il va en avoir. Quelque chose de particulier, un moment est-ce que tu penses que tu vas être plus le type de pilote qui va avoir besoin de faire de l'introspection avant, d'être dans sa bulle, puis de dérangez-moi pas avant de partir, ou tu vas être de celui qui va être le plus relax, puis qui va être capable de... Ben, je suis une personnalité assez calme, assez relax d'avance. Fait que je dirais que je vais être dans mon cockpit quand même assez tôt, à moins qu'il fasse vraiment 38-40 degrés là, avec le facteur. Là. Mais non, je vais être quand même dans mon bateau tranquille, un petit peu analyser un peu ce qui va se passer, effectivement. Je pense que ça va être mon cas. Là. Au niveau des communications, je sais que c'est nouveau pour toi. Tu entrevois ça comment? Je sais que c'est Pierre qui va s'occuper de ta communication. Avez-vous déjà établi un peu une stratégie de quelle façon vous vouliez travailler? Est-ce que tu veux qu'il te laisse comme un peu le champ libre, qu'il te donne juste des pointeurs, ou tu veux qu'il te guide un peu plus? Comment tu entrevois ça, son rôle au niveau des communications versus ton rôle de pilote? Pierre, écoute, il a beaucoup d'expérience. On ne se le cachera pas. Il n'a pas été 3 fois champion en Grand Prix pour rien. Là. Écoute, il y avait une bonne équipe derrière lui, c'est sûr, mais comme pilote, il est extraordinaire. Écoute, il a fait des belles choses. Il a l'expérience aussi.
Il y a Mélissa Babeux qui était sa caleuse dans le temps du Grand Prix, donc elle est dans mon équipe aussi. Fait que à la base, on a comme 2 caleurs là, dans l'équipe. C'est sûr que ce soit Mélissa ou Pierre, pour moi, pour l'instant, j'ai pas de. Les deux, ils ont d'expérience de toute façon. C'est sûr que là, on a fait des tests avec Pierre. D'ailleurs, la deuxième sortie qu'on a fait des tests, le système de communication, il ne fonctionnait pas parce que Pierre avait oublié de mettre son antenne sur son CB. Fait que ma première sortie à l'eau, écoute, j'étais dans mon petit monde, là, quand vous dites, là, tu ne connais pas trop ça, tu es un peu, ça va vite au début, tu n'es pas trop à l'aise. Mais là, je n'entendais rien du tout, j'entendais juste le moteur, puis il n'y a pas personne qui me parlait. C'était un peu spécial. Mais Pierre, écoute, j'ai confiance en lui. Pierre, déjà, il m'a poussé un peu dans les testings d'un tournant, à ne pas lâcher la pédale pour essayer de comprendre un peu le mouvement du bateau dans les tournants aussi, puis tout ça. Fait que je vois déjà qu'il va pousser la machine, il va pousser ses câbles au maximum, ça c'est sûr et certain. C'est bien. Je vois que le temps va quand même assez bien. Je te laisse peut-être, si tu veux prendre un peu de moment pour remercier tes commanditaires, tes partenaires, je te laisse un peu carte blanche là, pour les quelques minutes à venir. Parfait. Ben, écoute, premièrement, je voudrais remercier ma conjointe qui m'appuie dans tout ça. Là. Écoute, sans elle, je n'aurais pas de bateau de course dans la maison. Par contre, elle est passionnée, elle aussi, donc ça va être notre chef d'équipe. Puis j'ai confiance en elle, elle est vraiment à l'ordre, puis vraiment très stratégique aussi, fait que j'ai confiance en ça. Mes commanditaires, écoute, j'ai Villeneuve Céramique, qui se trouve être le commanditaire, c'est ma cousine. Donc, c'est son conjoint qui a l'entreprise, c'est très apprécié, c'est Yannick Villeneuve. Et puis aussi, il y a Pierre Maheu avec sa compagnie d'école de conduite, Pro Conduite, qui commandite notre bateau aussi. Fait que ça aussi, c'est très apprécié d'avoir un membre de notre équipe qui s'implique dans le bateau aussi. Fait que ça, c'est bien important. Il y a le transport Yvon Laplante, excuse, de Saint-Rémy. Écoute, eux autres aussi sont très appréciés dans l'équipe. Puis il y a Axel Sport aussi qui nous fournit les habits, puis toute l'équipe. Je suis bien content. Sinon, ben, un bonjour aux fans d'être patients. Ça s'en vient, puis on est autant hâte que vous autres, mais l'obligation oblige pour l'instant de rester à la maison. Fait que non, je n'ai pas rien d'autre. Merci à toi, John, pour l'entrevue. Écoute, c'était un peu intimidant au départ, mais écoute, je pense que ça a quand même bien été. Ma première entrevue, j'espère que ce n'est pas la dernière. C'est pas venu m'en voir. C'est sûr que probablement, là, quand on va arriver au site de course, je vais aller te voir avant ta première course pour avoir un peu tes impressions là, à quelques moments du départ. Mais je veux une petite question qui vient de me venir. Comment ta conjointe a pris ça quand tu lui as annoncé que tu voulais être propriétaire d'une embarcation? Bien, comme j'ai mentionné un peu, ça s'est échelonné sur 2 ans. Donc, tu sais, c'est un gars qui prend son temps puis qui analyse beaucoup avant de passer à l'acte. Mais non, elle a bien pris ça. Écoute, c'est sûr que quand il y a un bateau qui recule dans le cours, c'est différent. Là. Elle était contente de voir le bateau là, mais depuis le temps que j'en parlais aussi, elle savait bien que c'est mon rêve aussi, là, depuis que j'ai 4 ans que je vais aux courses. Avec les téléguidés, j'étais rendu à un autre niveau aussi. Là, et j'avais gagné quelques championnats avec tous mes bateaux. Donc, je voulais faire le saut là-dedans, puis j'avais les moyens de le faire. Donc, on y va, puis on se lance. Puis, c'est là qu'on est rendu. Tu disais que tu y allais avec ta famille aux courses. Ton père, est-ce qu'il, lui, voyait ça? Les parents sont toujours proches de moi, mes beaux-parents aussi. Le père de Pierre Maheu aussi, Lucien est toujours proche. Il est habitué aussi dans des classes Grand Prix là, dans le temps. Son aide est appréciée. Écoute, toute l'équipe, c'est la chose la plus belle que j'ai en ce moment, c'est mon équipe. Écoute, on s'entend super bien. On a du plaisir hors course aussi, en familial. Fait qu'on a beaucoup de plaisir ensemble. Bon, on va vous souhaiter une bonne saison. On va vous souhaiter une bonne saison. On espère que vous ayez du plaisir en famille, que vous puissiez en profiter aussi, puis que ce ne soit pas juste du testing en 2021, qu'on puisse vraiment dire qu'on va aux courses. On se le souhaite à tout le monde. Bien, merci beaucoup, Sébastien, pour ton temps, puis on se revoit prochainement. Merci beaucoup à toi. Bye. Bonne fin de journée. Bye.